Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui à participer à ce webinaire. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Justine Tinck. Je suis ingénieure et je suis aujourd'hui consultante en planification d'événements durables et spécialisée dans la question des déchets. Et j'ai créé ma structure qui s'appelle Just No Waste pour accompagner les organisateurs d'événements dans la mise en place de démarches de réduction des déchets à la source. Donc, la réduction des déchets, c'est vraiment une cause qui me tient assez à cœur. Et puis, les prestations qui sont proposées, c'est tout simplement des prestations de conseil, diagnostic déchets sur place et plan d'action sur mesure avec toute une série de mesures à mettre en œuvre adaptées aux spécificités de l'événement. Et puis également des prestations de mise en œuvre des mesures recommandées sur les terrains et enfin des conférences et formations sur le sujet. Donc, comment est-ce qu'on réduit les déchets dans un événement et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans vos événements d'entreprise également pour participer à la réduction des déchets dans l'événementiel? Donc, c'est la question à laquelle on va répondre dans ce webinaire. Mais avant tout, puisque c'est le titre, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de comment j'en suis arrivée là en sortant de l'UTC. Donc, je n'ai pas été formée à l'événementiel. Donc, comme vous, j'ai fait des études à l'Université Technologie de Compiègne. Donc, j'étais ingénieure diplômée en 2011 en génie des systèmes urbains. Et puis, à la fin de mes études, je suis directement partie à Lausanne, en Suisse, où j'habite actuellement, pour travailler dans un bureau d'études dans le domaine de la mobilité et des transports. Donc, j'y suis restée pendant un peu plus de 6 ans, de 2011 à 2018, ici à Lausanne. Et puis, j'ai finalement toujours été très sensible à l'écologie et j'ai commencé à m'intéresser à la question des déchets pendant mes premières années de vie active ici. Donc, c'était un peu l'époque où il y avait tout le mouvement zéro déchet qui était grandissant. J'ai été sensibilisée au travers des actions de l'ONG Zero Waste France, pour ceux qui la connaissent. Et puis, j'ai rejoint en 2015 l'association Zero Waste Switzerland quand elle s'est créée. Donc, c'est la cousine de Zero Waste France qui œuvre en faveur de la réduction des déchets ici en Suisse. Et puis, j'ai fait partie du comité pendant 3 ans. Donc, en parallèle de ça, j'étais toujours ingénieure en transport. En parallèle de ça, j'ai commencé à avoir assez classiquement une perte de sens. C'est quelque chose qu'on entend pas mal à notre époque. Une perte de sens et puis surtout une envie grandissante de m'impliquer davantage dans ce milieu de la réduction des déchets et de l'économie circulaire. Également sur le plan professionnel et pas uniquement sur le plan associatif. Et donc, j'ai fini par me décider à démissionner en 2018 pour aller de l'avant avec cette envie, alors sans avoir de plan vraiment précis au début, mais je savais juste que je voulais m'orienter dans ce secteur. Donc, j'ai décidé de démissionner tout simplement parce que je m'étais rendu compte que, en étant en emploi à temps plein, en plus, le milieu du conseil, c'est quelque chose de très prenant, peut-être que certains d'entre vous le savent, j'arrivais tout simplement pas à un peu poser les briques de mon futur projet et à vraiment me poser les bonnes questions. Donc, c'est des choses qui prennent du temps et qui nécessitent de prendre un peu de temps pour soi. Donc j'ai posé ma démission début 2018. Alors ensuite, le milieu de l'événementiel, il est venu assez naturellement à moi, tout d'abord par goût de la fête et des festivals. C'est peut-être l'UTC qui laisse aussi quelques traces, mais c'est un milieu que j'ai toujours aimé, voilà, le côté festival, énergie, rassemblement, l'événementiel tout simplement. Et puis, j'ai pu avoir mes premières expériences dans l'organisation d'événements zéro déchet durant mes années au comité de l'association Zero Waste Switzerland, puisqu'on organisait pas mal d'événements, de conférences, de choses comme ça qui réunissaient plusieurs centaines de personnes. Et donc forcément, puisqu'il fallait qu'on soit cohérent avec le message qu'on faisait passer, les événements devaient être vraiment picobello zéro déchet. Donc là, j'ai commencé à me poser des premières questions du type comment trouver un lieu qui était capable d'accueillir une telle démarche, comment organiser une verrée de plusieurs centaines de personnes à la fin de la conférence sans faire de déchets, comment trouver les bons traiteurs, comment faire une communication pour son événement sans déchets. Donc voilà un peu comment je me suis au début formée. Et en parallèle de ça, je voyais, quand moi je participais à titre personnel à des festivals, je voyais cette grosse quantité de déchets qu'on pouvait générer. C'est l'époque où on voyait des marées de gobelets plastiques par terre. Donc j'avais un petit peu cette frustration de participer à ce type d'événement en me disant que je contribuais peut-être à un truc que je ne cautionnais pas vraiment. Donc assez frustrée.
Et puis, en étant chez Zero Waste, j'ai également commencé à accompagner un festival ici à Lausanne qui s'appelle le Festival de la Terre, qui s'appelle maintenant le Festival Objectif Terre. Et puis, ce festival donc, avait envie d'aller toujours plus loin dans sa démarche de réduction des déchets. Et donc, j'ai commencé à les accompagner avec ma casquette associative Zero Waste Switzerland. Et j'ai fini par rejoindre l'équipe pour prendre ces questions déchets propreté à bras-le-corps à l'interne. Et donc, je fais toujours partie de l'équipe d'organisation aujourd'hui du festival Objectif Terre. Et donc, c'est un événement qui a vraiment une démarche ultra volontariste. J'y reviendrai après, je vous présenterai un peu ce qu'on fait dans ce festival. On va vraiment très loin vers la réduction des déchets. Et quand je voyais un peu ce parallèle entre les constats dans la majorité des événements et puis là où on avait été capable d'aller au sein du festival Objectif Terre, j'ai vraiment eu envie un peu de répliquer ce modèle et de l'amener dans d'autres événements. Et c'est là qu'est né finalement le projet de création de Just No Waste. Et j'en ai fait donc mon métier aujourd'hui d'accompagner d'autres organisateurs d'événements à aller de l'avant dans cette démarche de réduction des déchets. Donc, voilà pour le parcours. Maintenant, j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Si Youssef, tu peux mettre la première question du quiz, tout simplement pour savoir quelle est votre connaissance un peu de la problématique des déchets. Donc, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Vous avez probablement tous vu des photos de plastique dans les océans et de paille dans les narines des tortues. Mais voilà, est-ce que vous estimez, en dehors de ça, que vous connaissez bien la thématique et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, ou est-ce que plutôt un peu ou pas du tout? Donc, je vois qu'on est plutôt, on est entre le complètement et le un peu, donc je vais peut-être passer quand même en revue ces questions, prendre le temps dessus. Ok, donc on a 3/4 de un peu et 1/4 de complètement, globalement. Super. Alors, la question des déchets, donc. C'est quoi le problème finalement avec ces déchets? Quand ils finissent pas dans la nature, dans les océans ou dans les narines des tortues, logiquement, dans nos pays, en France, en Suisse, ils finissent soit en décharge, soit dans un incinérateur. En Suisse, on est 100%, on a des déchets ménagers qui sont 100% en incinérateur. En France, il y a également encore des décharges pour les déchets, les ordures ménagères. Alors, ces traitements posent des problèmes. Tout d'abord, quand on est en décharge, on a donc, une décharge, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un gros trou dans lequel on a mis une bâche pour imperméabiliser le sol et on met les déchets directement dedans. Donc, ce processus de décomposition va émaner du méthane, qui est un gaz qui a un très fort pouvoir d'effet de serre, bien plus important que le CO2. Et puis, l'association Zero Waste France met également en avant un risque d'infiltration dans les sols, puisque y a des lixiviates, c'est tout simplement des jus de poubelle qui sont toxiques, qui sont présents lorsqu'on met les déchets en décharge. Et puis, on ne serait pas forcément sûr de l'efficacité de cette bâche pour imperméabiliser le sol. Et puis, lorsqu'on n'est pas en décharge, qu'on est en incinérateur, ce n'est pas forcément mieux, puisque là, déjà, qui dit incinération dit émission de CO2. Et puis, on a également des résidus. On ne fait pas disparaître comme ça les déchets. Donc, dans ces résidus, on a une petite partie de ce qu'on appelle les réfiums, les résidus d'épuration des fumées, qui sont très toxiques et qui doivent être finalement stockés dans des décharges pour déchets spéciaux. Et puis, on a également des mâches-fer qui sont simplement des imbrûlés, des choses qui restent à la fin, qu'on va mettre également en décharge. Donc, on a moins ce côté toxicité, mais on doit quand même finalement les enfouir dans des décharges. Alors, en France, je ne sais pas, mais en Suisse, il y a des décharges qui sont dédiées à ces déchets-là. Et puis, ou alors, des fois, on peut les retrouver sous les routes, ce genre de choses. Alors, la solution qui est souvent mise en avant pour éviter les décharges et les incinérateurs, c'est le recyclage. Donc, le recyclage, c'est bien, c'est vraiment un geste qu'il faut avoir, mais ce n'est pas non plus parfait. Le recyclage a ses limites. Alors, parmi les limites que je peux citer, il y a déjà le fait que tous les déchets ne sont pas à 100% recyclables. Typiquement, le plastique, souvent, on a 2-3 cycles de recyclage qui sont possibles, mais au-delà de ça, on ne peut plus. La matière, finalement, perd vraiment en qualité. Le papier, le carton, pareil, il y a plusieurs cycles de recyclage possibles, mais ce n'est pas infini. Et puis, il y a d'autres matériaux comme le verre ou l'aluminium qui demandent énormément d'énergie finalement pour être recyclés. Donc, finalement, on va gaspiller d'autres types de ressources en faisant ce recyclage.
Et puis, bon, vous avez probablement déjà aussi entendu parler de tous ces déchets qu'on envoie sur d'autres continents, en Afrique, en Asie, et dont on perd parfois la trace. Et il y a pas mal de reportages qui sont sortis là-dessus, voilà, sur des déchets. Souvent, c'est des déchets électroniques hein, qui vont finir dans des décharges à ciel ouvert ou voilà, dans des conditions où les personnes vont traiter ces déchets pour récupérer un peu de cuivre, un peu de choses comme ça, qui sont vraiment pas géniales. Donc, voilà, ça pose vraiment d'autres problèmes. Et puis, le troisième problème que j'aimerais mettre en avant, qui pour moi est le principal, c'est que finalement, jeter, c'est vraiment gaspiller des ressources. Pour produire un gobelet jetable, par exemple, on a besoin d'énormément de choses. On a besoin de pétrole pour fabriquer le gobelet, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau également pour cette fabrication. Il va y avoir énormément de transport pour l'amener jusqu'à nous, dans les mains de l'utilisateur final. Tout ça pour une durée de vie finalement de 15 minutes, d'une heure, allez, peut-être de toute la soirée si on est bon et qu'on arrive à garder le même gobelet, mais au final, au bout de ces quelques heures, il va finir à la poubelle. Donc il y a vraiment ce côté utiliser énormément de ressources pour fabriquer un objet qui est designé pour la poubelle, qui est pas très logique, qui est assez perçu comme un non-sens, en tout cas pour ma part. Donc là, je vous ai mis un petit schéma de l'association Zero Waste France, qui illustre justement le cycle de vie d'un gobelet ou de la vaisselle jetable, donc avec l'économie linéaire ici en opposition avec une économie plus circulaire. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. On voit, hein, pour produire de la vaisselle ou un article de vaisselle jetable, on va extraire du pétrole, on va avoir du transport ici jusqu'à l'usine de fabrication, encore du transport jusqu'à la distribution, encore du transport jusqu'à l'usager, pour finalement l'utiliser quelques heures lors de notre pique-nique et puis mettre ce déchet à la poubelle pour avoir encore du transport jusqu'à l'usine de traitement des déchets finaux qu'on vient de voir juste avant. Donc, il y a d'autres modèles qui existent, hein, que vous devez connaître, qui sont donc la réutilisation, où là, on va essayer de faire des boucles beaucoup plus petites, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé là, on va essayer de prendre ce chemin où on va réutiliser toujours le même article, et puis quand on sera vraiment en fin de vie, on va plutôt essayer d'aller vers le recyclage pour raccourcir un peu le chemin. Alors, on entend souvent dire, oui, mais alors finalement, quand c'est réutilisable, on gaspille de l'eau, est-ce que c'est pas pire, etc., etc. Donc, pour ça, je vous ai mis un graphique ici qui est une analyse de Cantis, du bureau d'études Cantis, une analyse de cycle de vie. Alors, l'analyse de cycle de vie, c'est simplement une étude qui consiste en l'analyse de l'impact d'un bien ou d'un service sur l'ensemble de sa durée de vie, donc vraiment de l'extraction de matières premières jusqu'au traitement des déchets finaux. Donc, on va analyser l'impact de toutes ces différentes étapes. Et sur ce graphique, donc cet impact, on peut le voir dans une ACV, soit en fonction des changements climatiques ou en fonction de différentes lorgnettes, finalement différentes fenêtres par lesquelles on va regarder. Donc, ça peut être aussi l'impact sur les écosystèmes, l'impact sur les ressources, l'impact sur la santé humaine. Donc ici, sur ce graphique, je vous ai mis l'impact par rapport au changement climatique en comparant les gobelets jetables avec des gobelets en plastique réutilisables selon le nombre d'utilisations, 5 fois, 20 fois ou 100 fois. Et puis, donc ce qu'on voit finalement, c'est que la majorité de l'impact, il est vraiment engendré en bleu ici par la fabrication. Hop. Il est vraiment engendré ici par la fabrication du gobelet. Et donc, cet impact de la fabrication, il va forcément diminuer selon le nombre d'utilisations, hein, puisqu'on va diviser cet impact par le nombre d'utilisations. Donc, plus on utilise le gobelet, plus l'impact va finalement diminuer. Et l'impact du lavage, on le voit ici en violet foncé, il est finalement assez faible par rapport à cet impact-là des matériaux et de la fabrication. Ce qui ressort de ce graphique, c'est qu'à partir de 5 utilisations, dans le cas qu'eux, ils ont considéré, à partir de 5 utilisations, on arrive à quelque chose qui est plus intéressant par utilisation pour les gobelets réutilisables que pour les gobelets jetables. Donc, quand je dis par rapport au cas qu'eux, ils ont considéré, c'est parce que ça dépend de différents facteurs, comme la distance par rapport à l'endroit où on va laver des gobelets, comme exactement le type de matériaux qu'on va avoir, comme l'énergie qu'on va utiliser, etc. Donc là, les hypothèses sont mises ici, mais dans notre cas, on est à 5. Dans ce que j'ai pu observer dans différentes études, on est en général entre 5 et 10 utilisations pour avoir quelque chose qui est meilleur que le gobelet jetable. Donc ça montre aussi que si on veut avoir ce genre de mesures, il faut vraiment le faire de manière cohérente. On voit parfois dans des événements des gobelets qui sont vraiment brandés, labellisés, qu'on va garder comme goodies. Donc finalement, on va avoir remplacé qu'un seul gobelet jetable si la personne repart avec ce gobelet à la maison. Donc dans ce cas-là, on aurait mieux fait finalement d'utiliser du jetable, on aurait eu moins d'impact. Donc il faut essayer d'être cohérent sur l'ensemble dans ce qu'on part sur la réutilisation.
Alors, là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que j'aime bien faire cette analogie. Pour moi, lorsqu'on regarde le problème des déchets seulement par l'angle du traitement et du recyclage, c'est comme si on avait une inondation à la maison parce qu'on avait oublié de fermer le robinet et qu'on commençait par prendre des seaux d'eau et par sortir l'eau par les fenêtres avant de fermer ce robinet. Donc là, c'est pareil. Le bon sens voudrait qu'on commence par fermer le robinet des déchets, finalement, arrêter de produire des choses qui sont designées pour la poubelle avant de commencer à penser à leur recyclage. Sinon, on traite vraiment quelque part un peu juste les symptômes et pas la source des maux, si j'ose dire. Donc, vous avez sûrement déjà tous entendu cette phrase que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, ainsi que la démarche des 3 R, 4 R ou 5 R, ça dépend, mais l'idée est toujours la même. C'est de se dire que voilà, le meilleur moyen d'attaquer le problème des déchets, c'est de commencer par réduire, se demander de quoi est-ce qu'on peut se passer. Pour tout ce dont on a besoin, dont on ne peut pas se passer, on va favoriser tout ce qui est réutilisation. Et enfin, pour les quelques cas où on ne pourra ni réduire ni réutiliser, il faut vraiment favoriser le recyclage ou le compostage, une valorisation de ces matières. Et dans ce cas-là, ça implique également en amont de prévoir le recyclage des objets qu'on va utiliser, donc de les fabriquer de manière à ce qu'on puisse les recycler. Alors maintenant, si j'attaque le côté vraiment festival-événement, on a déjà parlé des gobelets. Souvent, quand on pense aux déchets dans un événement, on pense vraiment à cette image, au gros festival où il y a plein de gobelets en plastique à la fin d'un concert par terre. C'est ce genre d'image qui, moi, personnellement, m'ont révolté en premier. Alors, elles sont un petit peu plus rares aujourd'hui, parce qu'on commence vraiment à avoir ces gobelets réutilisables qui sont vraiment ancrés dans nos manières de faire. Quoique, la photo qui est ici à droite, je l'ai prise dans un événement ici à Lausanne en fin d'année 2019, avant qu'on soit privé d'événements, justement. Donc, on voit que c'était encore pas forcément la même chose partout. Il y a encore des endroits où il y a des progrès à faire du côté déchets de vaisselle et restauration. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est loin d'être la seule source de déchets dans un événement. On peut avoir également beaucoup de déchets au niveau de la communication, que ce soit les affiches, les flyers, les goodies, des éléments, des grands panneaux de communication qui vont être bien estampillés avec l'année en cours, l'événement en cours, ce qui fait qu'on ne pourra pas du tout les réutiliser. Et puis en termes de goodies, je vous ai mis un élément ici qui est l'un de mes préférés, que j'ai pris en photo juste avant le confinement aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui ont eu lieu ici à Lausanne. Donc c'est une banque qui a trouvé que c'était une très bonne idée de fabriquer un petit objet qu'on pouvait remuer comme ça pour faire du bruit si jamais on n'avait pas la force de taper dans les mains pour le faire. Et donc, ça a bien sûr fini dans les mains des enfants et ça a cassé très rapidement. Donc, je trouvais que c'était un très bon exemple d'utilisation de nos ressources pour quelque chose de très utile. Donc, voilà, donc j'en ai pris une belle photo pour le garder en mémoire. Alors, autre catégorie de déchets, c'est tout ce qui est infrastructure, décoration, les constructions et également la manutention. Donc, c'est des déchets plus souvent que ce qu'on pense, puisqu'il peut y avoir une tendance à construire vraiment des éléments comme ça pour juste un événement. Et dans ce cas-là, à la fin, ça finit à la poubelle. J'ai des collègues justement du Festival de la Terre qui travaillent également dans d'autres événements et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils récupèrent des fois à la fin de gros congrès. On a beaucoup de choses comme ça ici, le Forum économique mondial à Davos, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de choses qui partiraient à la poubelle s'ils ne les récupéraient pas. Donc, il y a énormément de choses comme ça qui sont construites. Des déchets au niveau des animations aussi, des déchets donc, de manutention. Ça, c'est simplement, on ne le voit pas trop en tant que festivalier, mais toute la phase de montage et de démontage, il y a énormément de conditionnement, de palettes, de films plastiques, d'emballages en polystyrène ou autre, beaucoup de scotch, d'attaches en tout genre, en plastique, des colles, etc. Et puis, en termes d'infrastructure, ceux qui gagnent la palme, finalement, ce sont vraiment tout ce qui est des gros congrès, gros événements professionnels et les salons. Donc, quand on organise des salons, souvent, on a vraiment cet objectif d'avoir l'effet waouh avec les participants. Et donc, on va demander à un artisan de nous fabriquer un stand sur mesure uniquement pour cette année-là. Et chaque année, on va vouloir faire mieux, ce qui fait que le stand, il est vraiment jetable. Donc, il sert quelques jours et à la fin, il est complètement jeté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et puis, le deuxième gros déchet dans ces salons, c'est la moquette. Alors, la moquette, c'est tout un sujet dans le domaine de l'événementiel. Donc, pour vous donner une idée, on parle d'à peu près 4000 salons par année en France. Chacun de ces salons déballe une moquette pour recouvrir tout le sol. Et à la fin, au bout de quelques heures ou quelques jours, selon la durée de l'événement, cette moquette finit à la poubelle. C'est très dur de la récupérer. Il n'y en a vraiment qu'une infime partie qui est recyclée aujourd'hui.
Parce que tout simplement, elle est piétinée par beaucoup de gens, elle est sale, elle est déformée, c'est des fois de la moquette qui est de mauvaise qualité, donc on ne peut vraiment rien en faire. Elle finit à la décharge. Voilà, donc le chiffre de la Commission européenne, c'est 1,6 million de tonnes de moquettes qui sont jetées par an en temps normal. Donc, c'est vraiment énorme. Et puis, un exemple qui avait fait beaucoup parler de lui, peut-être vous en avez entendu parler, c'est le Festival de Cannes, qui a donc son tapis rouge qui est changé après chaque séance, donc plusieurs fois par jour, pour ça pendant 10 ou 15 jours, ou je ne sais plus combien de temps dure le Festival de Cannes exactement. Mais voilà, tout ça finit à la poubelle. Alors maintenant, comme ça avait un peu fait scandale, il me semble qu'ils ont proposé des choses pour un peu transformer leur moquette en article à la fin, mais voilà, ça avait fait pas mal parler. Alors, avant de passer à la suite, je voulais conclure justement encore avec quelques chiffres. Et il y a une deuxième question dans le quiz, une deuxième et une troisième question. Youssef, si tu peux la mettre, c'était justement, à votre avis, quelle est la quantité de déchets produits par festivalier en moyenne lors d'un événement? Donc là, c'est vraiment une moyenne sur l'ensemble des événements, donc du festival aux événements un peu plus conséquents. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mis soit 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes ou 1 kilo par personne. Donc, il faut vraiment imaginer la quantité totale de déchets divisée par le nombre de participants à un événement. Alors, on est assez équitable pour l'instant entre le 500 grammes et le 1 kg. Donc, alors, la réponse, finalement, il y en a un peu plusieurs, mais selon l'ADEME, la moyenne, c'est autour de 500 grammes de déchets par participant. Mais dans les événements tels qu'on les imagine, c'est-à-dire les grands festivals de musique, la tendance, elle est un peu plus proche du 1 kg. Ici, au Paléo Festival en Suisse, qui est un gros festival de musique, ils sont autour de 900 grammes, sauf erreur, de déchets par participant. Donc, ce n'est pas faux non plus. Et puis maintenant, sachant ça, on va passer à la question juste après, Youssef. Est-ce que vous avez une idée maintenant pour un événement professionnel comme ceux qu'on voit sur les photos derrière, plutôt pour une convention en fait. Donc, ce n'est pas exactement celui sur les photos derrière. Le chiffre que j'ai, c'est pour une convention. À votre avis, quelle est la quantité de déchets par participant cette fois? Donc, c'est plus important, comme vous vous en doutez, vu ce qu'on a dit, mais combien de plus important? Alors, la réponse principale, c'est 9 kilos. Ok, un petit peu de 14 kilos également. Alors, ça peut monter jusqu'à 14 kilos, ce chiffre, effectivement, pour les conventions. Donc ça, c'est une valeur qui vient d'une société de services dans la gestion des déchets qui a publié un article de blog à ce sujet. Et il parle même d'un chiffre qui peut monter jusqu'à 34 kilos par personne pour les grands séminaires internationaux. Donc, multiplié par le nombre de participants, ça peut vraiment donner quelque chose d'énorme. Hop. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment moyen de faire autrement. On peut faire beaucoup mieux. Et pour ça, je vais vous présenter justement l'exemple du Festival Objectif Terre dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc là, je vais vous montrer quelques photos qui vont vous donner envie et me donner envie aussi dans une période où ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu le bout d'un festival passer. Mais voilà, donc je vous présente le Festival de la Terre. C'est un événement qui a lieu en plein centre-ville de Lausanne, qui réunit à peu près 30 000 personnes et qui propose à la fois des animations, des concerts, des choses très ludiques, et puis aussi des contenus autour de la transition écologique, qui peuvent être des conférences, des tables rondes, des ateliers, des stands, des choses comme ça, des démonstrations. Cet événement, il est complètement gratuit et complètement ouvert sur un espace public au cœur de la ville. Donc, en 2019, au Festival de la Terre, on a généré 100 à 200 grammes de déchets par festivalier. Donc, on n'est pas encore à zéro, mais on est bien en dessous des moyennes que je vous ai présentées juste avant. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que comme c'est un festival qui est complètement ouvert, la majorité des déchets qui ont été observés dans nos poubelles, ce sont des déchets externes finalement. Ce que moi j'appelle déchets externes, c'est-à-dire les déchets qui sont apportés sur le festival par les festivaliers. Donc, on est venu avec un sandwich, on est venu avec une bouteille, on a été acheter des bières au magasin plutôt que de les acheter au bar du festival et on jette ça dans les poubelles du festival. Donc, une grande partie de déchets externes et assez peu de déchets qui sont réellement générés par notre événement.
Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, au niveau des infrastructures, on n'est que sur du réutilisable, soit par de la location, comme on voit ici sur la photo, soit en fabriquant des structures nous-mêmes avec des matériaux de récupération, donc du bois, du tissu. Ici à gauche, c'est un exemple que j'aime beaucoup, qui sont des petits stands qui sont construits avec du bambou, de la corde, et ça, ce sont des chambres à air de vélo qui servent d'élastique. On met une bâche par-dessus et ça fait des petits stands pour un village d'artisans. C'est assez simple finalement à faire et puis complètement démontable à la fin de l'événement pour reconstruire l'année suivante. Au niveau du mobilier, pareil, vraiment récup et matériaux assez simples. Là, vous avez deux exemples, celui de ballots de paille qui sont utilisés comme siège pour une scène pour les enfants. À droite, ce sont des présentoirs pour différents stands qui sont faits donc en petites cagettes. Signalétique et communication aussi, on est sur le fait maison et le réutilisable. Donc voilà, vous avez l'exemple ici d'une affiche, ici de panneaux vraiment de signalisation à l'intérieur de l'événement, structure qu'on démonte entièrement et qu'on remonte chaque année. La décoration, on a une équipe déco qui est ultra motivée et qui, selon le thème de l'année, reconstruit des nouvelles décorations à partir aussi de matériaux de récupération, comme là vous pouvez le voir, et leurs structures sont à chaque fois bien démontables, ce qui fait qu'on récupère les cornes, les bambous, et on va pouvoir remonter d'autres motifs les années suivantes avec ces mêmes matières. Alors, au niveau du conditionnement, là, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu un des secteurs où on a un peu de la peine, hein, puisque voilà, tout ce qui est livré, etc., il faut bien que ce soit protégé, il faut que ce soit ficelé pour que ça tienne dans les camions, etc. Donc, on essaye de faire des choses. Donc là, vous avez des exemples de sangles réutilisables au lieu des sangles qui sont en plastique et qui se coupent, ce genre de choses. Quand on peut, on le fait, mais je dois avouer que c'est un des secteurs où on a encore des progrès à faire et puis on y réfléchit avec le responsable des infrastructures. Concernant le bar et la restauration, donc là, je vous laisse méditer ce magnifique slogan. Évidemment, on est en 100% réutilisable, à la fois pour nos bars qu'on gère directement, mais également sur les stands food, qui sont donc des food trucks, des prestataires externes. On leur impose la vaisselle réutilisable et pour que ça se passe bien, quelque part, on s'arrange pour leur offrir vraiment une large gamme de vaisselle en passant par différents prestataires de location. Ce qui permet d'avoir les différents formats, qui permet vraiment de mettre en valeur les plats de chacun. C'est quelque chose qui est hyper important pour les restaurateurs en général. Donc, ça nécessite de mettre en place un système de consignes assez bien organisé. Plus on a une large gamme de vaisselle, plus il faut être organisé. Il faut que ce soit clair et simple à la fois pour l'utilisateur et à la fois pour nous. Donc, voilà, on a un point consigne central où tout est bien expliqué. On a également proposé en 2019 des contenants pour les plats à l'emporter. Alors, il y a une start-up en Suisse qui s'appelle Recircle, ou Recircle, ça dépend comment on prononce, mais qui propose vraiment dans tout un réseau de restaurants ces boîtes consignées pour la restauration à l'emporter. Et on a proposé ça sur le festival également en 2019. Donc, c'est une mesure qui va s'avérer d'autant plus pertinente cette année si on arrive à faire notre édition du festival, puisqu'on risque d'avoir davantage de restauration à l'emporter si on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de monde sur place qui reste en même temps. Et qu'on a quand même envie d'avoir des stands qui puissent vendre quelques repas. Donc voilà, également pour les plats à l'emporter. Donc comme je vous ai dit, on va très loin dans la démarche zéro déchet. Donc en 2019, on avait également supprimé ou presque supprimé l'entier des serviettes jetables. C'est-à-dire que les stands avaient la consigne de ne pas distribuer de serviettes automatiquement, mais ils pouvaient en donner une sur demande vraiment du client entre guillemets cachant un peu un paquet de serviettes sous le comptoir pour que ce ne soit pas du tout un automatisme. Et donc, ça a très bien marché. Finalement, on s'est rendu compte que c'était surtout les enfants, lorsqu'ils achetaient des glaces ou des choses comme ça, qui avaient besoin d'une serviette, mais que sinon, les gens s'en passaient très bien. Puis, on avait mis vraiment des points pour se laver les mains bien dans l'espace restauration pour pallier à ça. Donc, c'est bien sûr des mesures que je vous montre qui étaient en 2019. Hein. Il faut un peu prendre du recul par rapport à la période actuelle, mais c'est a priori des choses qui ne seraient pas incompatibles dans l'édition qu'on imagine actuellement, avec quelques précautions supplémentaires, bien sûr. Alors, une des mesures phares, c'est depuis 2019 également, c'est un bar zéro déchet, c'est-à-dire que l'ensemble des boissons étaient conditionnées dans des fûts ou dans des jerrycans, donc tout était en vrac et servi au robinet. Donc, il y avait évidemment la bière, hein, c'est assez classique, mais également tout ce qui est sans alcool, les limonades, etc. On a demandé à nos fournisseurs de nous les mettre en fût tout simplement, puis on les servait également à la pression. On avait également le vin blanc et le rosé qui étaient à la pression, les vins rouges qui étaient en jerrycan.
Voilà, ici, vous avez justement l'exemple des jerrycans de vin rouge, des fûts de vin blanc, des jerrycans pour les différentes boissons sans alcool. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était du thé froid ou des choses comme ça. Donc, on a drastiquement réduit le volume également de déchets recyclables puisqu'on avait beaucoup de bouteilles en verre jusqu'à présent et on a même réussi à s'en passer. Voilà, thé, café également en vrac, machine à grains, pas de monodose évidemment pour ce qui est du sucre et des petites crèmes à café, etc. Et puis, voilà, une mesure qui est assez simple à mettre en place, c'est déjà de proposer de l'eau du robinet aux festivaliers pour éviter de distribuer des bouteilles en PET. Un espace staff qui respectait également ces principes, avec des buffets du coup alimentaires, des boissons qui étaient également dans des grands contenants à disposition des différents bénévoles. Concernant la communication, maintenant, alors là, on n'avait pour l'instant pas supprimé complètement la communication papier, mais on avait un volume de flyers et de programmes qui était très limité. Et pour ça, on avait notamment apposé ce petit stempel sur les programmes qui invitait le festivalier à rapporter le programme quand il ne s'en servait plus à l'entrée. Ce qui permettait à quelqu'un d'autre de l'utiliser par la suite. Donc, on a imprimé assez peu de programmes grâce à ça. Et aussi, et surtout, je pense, grâce au fait d'avoir installé un peu partout des grandes affiches plutôt que plein de petits programmes, on avait mis des grands programmes qu'on pouvait consulter directement sur place et ça allait très bien. Il faut savoir qu'on n'a pas d'application avec le programme Festival de la Terre, parce qu'on est assez aussi à promouvoir les low-tech, etc. Donc, on essaie d'être cohérent sur la démarche. Les stands, on les met également dans la boucle. On leur demande de ne pas distribuer de flyers. Donc, ils privilégient à la place des affichages ou des choses à consulter sur place. Et puis, le contact directement avec les personnes. Finalement, c'est ce qui marche le mieux, plutôt qu'un flyer qu'on va mettre dans la poche ou jeter dans la prochaine poubelle. Merchandising avec les bâches qu'on avait imprimées les années précédentes, on les a valorisées en fabriquant des cabasses. Ça se fait beaucoup maintenant et qu'on vend en plus en articles de merchandising. C'est la seule chose qu'on vend du coup pour valoriser les déchets de l'année précédente. On doit faire un énorme travail avec nos sponsors également pour pas qu'il y ait de goodies. On a souvent cette automatique de distribuer un goodies pour que ça reste. Donc, il y en a qui accueillent très bien le fait de ne pas distribuer de goodies et qui proposent à la place des animations sur place pour qu'on se souvienne d'eux. Mais pour certains, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, on les oriente vers des goodies que j'appelle intelligents. Donc, ça ne va pas être justement la petite tapette en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'était par exemple des pots de miel et des crayons qu'on peut planter, qui font une petite plante, etc. Il y a 2-3 idées comme ça qu'on peut proposer. De la sensibilisation qui passe par le fait d'afficher un peu nos bonnes pratiques. On avait mis ces espèces de petits labels pour montrer ce qui avait été mis en place sur le festival pour réduire les déchets, pour essayer de donner envie un peu à d'autres événements de faire pareil. Et puis, comme on a un festival qui parle de transition écologique, on a tout un espace qui est consacré à la thématique du zéro déchet, où il y a différentes associations qui interviennent. Ça permet de marquer le coup et de sensibiliser encore plus les participants. Dernière mesure, évidemment, le tri des déchets est quand même en place. L'idée ici, c'est vraiment de se dire que l'idéal, c'est de mettre en place vraiment des éco-points complets à chaque fois qu'on met une poubelle qui permet aux festivaliers de trier l'ensemble des déchets. Alors, petite précision, c'est vrai qu'en France, souvent, on a la poubelle jaune et la poubelle pour les déchets. Ici, on a 15 poubelles. On trie vraiment par type de déchets. Et souvent, dans les événements, on se retrouve à pas forcément mettre toutes les poubelles parce que ça prend la place, parce qu'on se dit que non, les gens n'auront pas de papier acheté ou ils n'auront pas de biodéchets à jeter. Si, ça peut arriver, c'est vrai que c'est en volume plus faible, mais il peut y avoir ce type de déchets. Donc, nous, on prend le pari à chaque fois qu'on met une poubelle, on met l'ensemble de la gamme de poubelles, ce qui permet d'optimiser le tri au maximum. Et puis, on n'y pense pas souvent, mais nos déchets à nous sont aussi des déchets. Et pour ça, on met en place des toilettes sèches pour valoriser également ces déchets-là. Alors, les clés finalement de la réussite d'une telle démarche, ça passe beaucoup par de l'anticipation et de l'organisation en amont, d'avoir une personne qui est responsable ou référente de la démarche de réduction des déchets pour coordonner, faire un peu chef d'orchestre de tout ça avec les différents acteurs. C'est hyper important. De se concerter, d'impliquer tout le monde, c'est également très important. Si je prends par exemple mon exemple, moi, j'y connais pas grand-chose en technique de scène, choses comme ça. Donc, je dois vraiment m'entretenir avec ces personnes-là pour réduire les déchets au niveau de l'infrastructure, de la technique. Et puis, en général, je leur demande tout simplement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, eux, ils proposent différentes choses et ensemble, on met en place
des mesures. Ça permet aussi vraiment d'impliquer les gens et ils ont envie d'aller de l'avant quand on leur demande leur avis, hein, tout simplement. Donc, on est vraiment un festival en plus avec une gouvernance assez horizontale et on implique tout le monde dans tout ce qu'on fait. Et puis, voilà, d'avoir une petite méthodologie où après chaque événement, on va vraiment dresser le bilan, voir un peu quels ont été les résultats, et puis on va se fixer des nouveaux objectifs pour l'année suivante pour essayer d'aller toujours un peu plus loin, puis on va définir un plan d'action pour l'édition suivante, etc., etc. Ça permet d'être dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, impliquer toutes les pipes, informer les bénévoles, les former aussi en amont de l'édition, ça conditionne la réussite. Alors, donc ça, c'était un peu pour la partie festival, mais ce n'est pas forcément le type d'événement qui vous parle le plus. Enfin, je ne sais pas exactement quel est votre domaine d'activité, mais je voulais aborder le point des événements du coup d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les événements d'entreprise pour vous donner peut-être des idées pour agir au sein de vos structures. Alors, que vous soyez finalement, que vous ayez un pouvoir décisionnel sur ce qui se passe dans l'organisation de vos événements ou pas, je voulais vous donner quelques outils pour convaincre. Donc, soit pour vous convaincre vous de passer à l'action, soit pour convaincre du coup ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Donc, le premier outil, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, vous avez la chance d'avoir cette loi en France. Ce n'est malheureusement pas le cas ici. Ça permet de faire bouger un petit peu les choses. Donc, cette loi, elle vise à horizon 2040 la fin des plastiques à usage unique. Donc, c'est un horizon qui peut sembler lointain, mais ma foi, c'est déjà ça. Et puis, on a quelque part une évolution progressive des interdictions. Donc, en 2020, on n'a de toute façon pas beaucoup eu l'usage de la vaisselle en plastique a priori. Donc, la vaisselle jetable en lot est interdite depuis début 2020 et certains articles autres comme les cotons-tiges qui ont pas mal fait parler aussi. En 2021, donc depuis cette année, on a vraiment l'ensemble des couverts jetables, touillettes, pailles, vraiment toutes les choses qui sont assez symboliques du jetable dans la restauration et dans l'événementiel, qui sont interdites. Alors quand c'est en plastique, hein, ce n'est pas les articles jetables qui sont interdits, mais les articles en plastique jetables. Voilà. Qu'est-ce qui nous intéresse également pour l'événementiel? C'est l'interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les entreprises. Donc ça, c'est également une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et puis, en 2023, il y aura une interdiction d'avoir de la vaisselle jetable pour les repas qui sont pris sur place. Voilà, puis avec d'autres mesures que vous pourrez découvrir en vous renseignant sur cette loi qui ne touche pas toujours forcément à l'événementiel. Donc ça, c'est un bon outil premier sur lequel s'appuyer. Le deuxième, ce sont les normes. Alors, si vous avez une politique RSE, ça peut être une très bonne idée de proposer d'agir dans le cadre des événements comme mesure de la politique RSE. Et il existe également une norme qui est vraiment propre cette fois-ci au milieu de l'événementiel, qui est peu contraignante, mais qui oblige de se lancer dans une démarche d'éco-événement lorsqu'on veut être certifié. Et puis, troisième outil, finalement, après le bâton, plutôt les outils incitatifs, c'est l'idée de mettre en avant les avantages d'une démarche de réduction des déchets. Donc, on a beaucoup parlé de l'avantage écologique, mais il y a également un grand avantage en termes d'image. Hein. Le zéro déchet, en plus, c'est hyper, on en parle énormément. C'est hyper à la mode, si j'ose dire, donc il faut en profiter. On a des avantages en termes de propreté, forcément. Si on n'a pas de flyers qui traînent, si on n'a pas de vaisselle et de paille qui finissent au sol, on est beaucoup plus propre. La satisfaction, hein, s'il y a une demande au niveau des collaborateurs pour faire des choses un peu plus écolo, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Et puis, un avantage économique, là, ça dépend vraiment de la situation de départ, c'est du cas par cas, mais potentiellement, surtout si on part d'une situation où on construit des stands qui sont jetables, si on passe au réutilisable, on va vraiment économiser sur la confection de ces stands, par exemple. Ça marche aussi pour les déchets de communication, ça marche pour beaucoup de choses. Quand on passe au réutilisable, qu'on essaye de faire de la récupération et pas d'acheter du neuf, en général, on a un potentiel d'économie qui est assez important. Mais ça dépend, encore une fois, vraiment de la situation. Alors, une fois que vous avez réussi à convaincre et que vous passez à l'action, la méthodologie que moi j'applique et que je vous propose, c'est un peu celle dont je vous ai parlé avant avec le Festival de la Terre. La première chose à faire, c'est vraiment de prendre un événement en référence et de mesurer, de regarder un peu quels sont les déchets qui sont produits et en quelle quantité. Donc, moi, je n'hésite pas à mettre le nez dans les poubelles, quitte à passer pour la nana un peu louche de l'événement, mais ça permet de recueillir de précieuses informations sur le type de choses qui sont jetées et qui se retrouvent dans nos poubelles.
Et à partir de là, on peut vraiment dresser un diagnostic et se fixer un objectif. Donc, quels sont les déchets qu'on va essayer de réduire l'année suivante? À partir de là, on fixe un plan d'action. Si on a identifié qu'on avait des flyers, peut-être qu'on peut essayer de passer sur un autre type de communication pour l'année suivante. On met en place ces mesures et on re-regarde ce que ça donne pour l'édition suivante de notre événement et ainsi de suite. Donc, toujours pour être dans cette idée d'une démarche d'amélioration continue, d'y aller pas à pas, de mettre en place des nouvelles mesures chaque année ou chaque édition, si c'est quelque chose qui se produit plusieurs fois par année, pour avancer toujours plus loin et aller toujours un peu plus près du fameux zéro déchet. Alors, les mesures qui peuvent être mises en place dans des événements professionnels, il y a pas mal de choses assez simples au niveau de la restauration, justement. Donc, de travailler déjà avec des prestataires qui sont éco-responsables ou de leur demander de ne pas mettre d'emballage jetable, de conditionner dans des récipients lavables, etc. Ça peut être des choses qui sont intégrées directement au contrat, qui sont dans le cahier des charges des prestataires. Comme ça permet vraiment d'éviter les mauvaises surprises. Pour les buffets, pour les verres d'eau, etc., les boissons, on peut facilement mettre en place des fontaines. Également, lors des conférences, des réunions, au lieu de mettre des bouteilles d'eau, ce qui se fait encore beaucoup gratuitement sur les tables, simplement passer aux carafes et aux gobelets. Des petites choses qui permettent un peu d'aller de l'avant. Au niveau de l'infrastructure, donc là, selon le type de votre événement, donc ça me fait penser que j'ai oublié de vous demander quels sont vos événements, mais ce n'est pas grave. Selon le type de vos événements, alors vous organisez peut-être pas de salon et de choses comme ça, mais juste pour information, si ce n'est pas le cas, par rapport au problème de la moquette qu'on a évoqué tout à l'heure, il existe maintenant quand même d'autres possibilités, dont notamment la location de dalles de moquette. Donc le fait que ce soit en dalle, ça serait beaucoup plus facile à laver et à entretenir, ça ne se déforme pas, ce qui fait qu'on peut la réutiliser sur plusieurs événements. Donc, il y a quelques prestataires maintenant qui commencent à proposer la location de dalles de moquette plutôt que de vendre de la moquette jetable. Pour les stands, il y a aussi possibilité de passer par des fournisseurs qui ont une démarche éco-responsable, qui vont proposer des stands en kit, où on peut quand même faire des choses qui sont personnalisées, mais tout se démonte et tout est modulable. Et puis, ils passent avec des matériaux plus type bois ou objets, récup, etc. Et on peut avoir un rendu quand même très sympa. Au niveau des mesures de communication, donc là, je vous ai mis des exemples qui sont issus du festival Zero Waste France, qui était en 2018, au Cabaret Sauvage. Donc, eux, ils y vont également à fond dans la démarche zéro déchet, pour le coup. Alors, quelques exemples. D'abord, la première chose à faire au niveau de la communication, si vous devez imprimer des roll-up, des affiches, des badges, des choses comme ça, c'est d'essayer de penser déjà en amont au niveau du design, d'avoir quelque chose que vous pourrez réutiliser plusieurs années. Donc, d'éviter de marquer la date, d'éviter de mettre un contenu qui est vraiment propre à une année. Voilà, et d'essayer d'imaginer une charte graphique qui va correspondre, qui va être adaptée à plusieurs événements et pas seulement à un événement. De cette manière, vous pourrez réutiliser ce genre de choses plusieurs années ou plusieurs éditions. Voilà, on en a déjà parlé, privilégier un affichage sur un grand panneau plutôt que des petits programmes. Communiquer au sujet des pratiques que vous avez mis en place, ça permet déjà de valoriser un peu ce que vous faites. Au niveau de l'image, c'est toujours bon à prendre. Et puis, ça responsabilise aussi un petit peu les participants qui ont, voilà, on a quand même envie de contribuer à ce que ça se passe bien quand on voit ce genre d'engagement. Donc, c'est toujours intéressant de le faire. Et puis ici, un quick win, vraiment, mais c'est quand même une bonne idée au niveau des petits badges, etc. qu'on peut avoir. On peut aussi penser à quelque chose de réutilisable, comme ici, ces tours de cou où on glisse simplement une feuille de papier. La petite feuille de papier peut être recyclée. En plus, eux, ils avaient vraiment mis même du papier de brouillon, je crois, sur lequel ils avaient imprimé de l'autre côté, qui servait d'étiquette. Et puis, à la fin, voilà, on collecte simplement les badges des participants, des conférenciers à la sortie. Et puis, évidemment, mettez en place des poubelles de tri. À minima, je pense que c'est la première mesure qui peut être faite si jamais ce n'est pas le cas actuellement. Et puis, ce qui est bien, c'est vraiment d'afficher clairement les consignes de tri pour éviter la confusion. Reprenez le code couleur habituel, du jaune pour le recyclable, du gris ou du noir pour ce qui ne l'est pas. Alors après, il existe aussi des poubelles beaucoup plus stylées. Selon le budget qu'on a, on peut mettre en place des choses qui font beaucoup plus pro, qui sont beaucoup plus chics. Il y a pas mal de prestataires pour ça, ce n'est pas très compliqué à trouver. Voilà, et je voulais un peu finir sur une ouverture, je dirais, sur d'autres sujets, pour vous dire que les déchets, finalement, c'est une petite partie de l'éco-conception d'un événement
Il y a pas mal d'autres sujets, des transports, à l'énergie, à la nourriture. Quand on parle d'éco-événements, on pense aussi à l'accessibilité, au fait de bien intégrer tout le monde à son événement, peu importe ses conditions physiques, ses conditions de vie, etc. Donc, ce schéma, il est assez dense, il parle de tous ces sujets. Les déchets, c'est quelque chose qui est très visible. Donc, c'est souvent une très bonne porte d'entrée pour une démarche d'éco-conception. Mais quand on commence à creuser, on se rend assez vite compte qu'il y a beaucoup d'autres impacts. La mobilité est notamment très impactante dans un événement. Si vous faites venir des gens de loin, alors les grands séminaires internationaux, c'est le bon exemple. Mais même si on est dans la même ville, si on doit générer des déplacements en voiture pour se rendre à une réunion, etc., c'est aussi impactant. Donc, c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup plus on va avoir, j'espère encore pendant un moment, beaucoup plus le réflexe de l'événement en ligne. Alors, les événements digitaux ne sont pas zéro impact, c'est clair, mais par rapport au déplacement de plusieurs dizaines de personnes, par exemple, ça devient intéressant, même quand on aura de nouveau la possibilité de se réunir, ça devient intéressant de se dire, bon, bah voilà, peut-être que si on vient de loin, ces participants-là, on peut les garder en ligne, avoir des espèces d'événements hybrides, moitié présentiel, moitié en ligne. C'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour diminuer l'impact. Alors, je finis par une petite auto-pub. Si justement ça vous intéresse, l'éco-responsabilité événementielle, c'est tout frais, tout neuf, mais je viens de lancer un podcast sur ce sujet et justement, ma première invitée dans 2 semaines est une experte de ces questions du digital et on va parler de l'impact des événements digitaux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à déjà aller vous abonner à ce podcast et puis vous serez informé de la sortie du coup de l'épisode et puis on traitera de tous les sujets justement et pas que des déchets, de tout ce qui touche à l'événementiel éco-responsable. Donc, voilà, moi j'en ai fini ici. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas regardé le chat. Alors, pour l'instant, on a une question. C'est Anne qui l'a posée. Enfin, je pense que c'est pour... c'est une question tout au début quand tu parlais des gobelets. Et la question, c'est est-ce que c'est les Eco-Cups? Comment ça? Donc, c'est-à-dire, quand je parle des gobelets réutilisables dans le graphique qui montre un peu l'impact, peut-être? Oui, c'est ça la question, c'est effectivement ça. C'est les gobelets en PP, donc c'est le plastique des gobelets Eco-Cup et autres fournisseurs de ce genre. C'est vraiment les gobelets en plastique de festival. C'est ça. Donc, c'est vrai que voilà, c'est une analyse qui diffère si on prend d'autres types de gobelets. Puis c'est pareil, on compare les gobelets en plastique jetable avec des gobelets en plastique réutilisable. Les conclusions ne seront pas forcément les mêmes si on compare par exemple le compostable. Donc, il faudra peut-être un nombre d'utilisations encore plus grand pour que ce soit avantageux. Ça dépend vraiment de chaque type de gobelet. Mais là, c'est le gobelet en plastique jetable assez classique, transparent, dans lequel on distribue les boissons dans les festivals. Les bières, etc. pendant longtemps, opposés aux Eco-Cups actuels. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. La fin des questions de ce webinaire n'a malheureusement pas été enregistrée, donc je dois vous quitter sur cette image et je vous dis au revoir à tous.